Bien, bonjour, messieurs, dames. Merci d'être venus si nombreux à cette table ronde un peu carrée, comme vous le voyez, mais table ronde qui va être prometteuse, je pense, puisque le thème est à la fois d'actualité et porteur. Je rappelle le thème, donc, quelle diplomatie pour Emmanuel Macron? C'est une table ronde organisée par Le Monde, qui, je vous rappelle, est partenaire depuis maintenant très longtemps des rendez-vous de l'histoire de Blois. Et pour planter le décor, pour nous ouvrir un petit peu l'horizon, pour nous éclairer un petit peu sur cette diplomatie naissante d'Emmanuel Macron, j'ai autour de moi deux personnes pour l'instant. Une troisième va arriver, François Hesbourg. Il est pris dans les trains. Je pense que vous savez qu'il y a des pommes de train aujourd'hui. Alors à ma gauche, Michel Fouché, bien connu ici, diplomate et géographe, titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales. Il est l'auteur de nombreux ouvrages en géopolitique, relations internationales. Et le dernier est né ici, d'ailleurs, Vers un monde néo-national, coécrit avec Bertrand Badi, souvenez-vous. C'était l'an dernier. Tout est parti d'ici, de cette salle même, là, à Laugrain. Et donc, c'est un livre qui est édité par les éditions CNRS Éditions 2017. Juste à ma droite, Pierre Grosser, historien, professeur détaché au Centre d'histoire de Sciences Po à Paris, lui-même auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, que je vous invite aussi à lire, L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle, chez Audi Jacob, également 2017. Et François Hesbourg, ça va le faire venir peut-être si on parle de lui, François Hesbourg, donc président de l'International Institute for Strategic Studies à Londres et également du Centre de politique de sécurité de Genève. Il est l'ancien directeur de la FRS et conseiller spécial du président actuel de la FRS. Il est lui-même l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Comment perdre la guerre contre le terrorisme, chez Stock en 2016. Alors cette table ronde, d'abord merci messieurs d'avoir accepté tout de suite d'être parmi nous. Vous savez que M. Cousseran devait être également parmi nous, mais il a eu un empêchement à la dernière minute il y a quelques jours. Et donc, nous le saluons et nous regrettons son absence, mais voilà, les aléas de la vie font que. Alors, merci donc, messieurs, d'être venus nous éclairer sur cette question très sensible d'actualité qui engage tout le pays et même l'Europe, puisque le président a des ambitions à l'échelle européenne, voire même mondiale. Cela fait 5 mois que le président est en place, donc quasiment jour pour jour. Il y a eu beaucoup d'actualités, beaucoup de sommets, beaucoup de rencontres, beaucoup de déclarations, beaucoup de discours. Et j'aimerais vous demander, à vous deux, et François Hesbourg interviendra également sur cette question, j'aimerais vous demander quelles sont vos premières impressions au bout de 5 mois. Alors, ce n'est pas un bilan, bien entendu, on en est très très loin. Mais vos premières impressions, Michel Fouché. Je crois qu'il y a de nouveau une politique extérieure en France, en particulier dans le domaine européen. Ça faisait pratiquement 10 ans que la France n'était pas là où elle était attendue, c'est-à-dire mettre des idées sur la table. Donc sans complaisance, je dirais qu'il a remis la diplomatie française en marche. C'est une diplomatie du mouvement. J'ai regardé son agenda depuis en tout cas ce qu'on en connaît, depuis le 17 mai. Il a vu Mme Merkel 9 fois. Il a vu en tête-à-tête 15 dirigeants européens, c'est-à-dire pratiquement la moitié, dont les plus importants. Il a reçu quelques grands leaders mondiaux, on le sait, pratiquement les plus importants, sauf le président Xi. Un sommet franco-italien à Lyon, un sommet franco-allemand à Évian, un sommet à Paris, Espagne, Italie, Allemagne, France d'un côté, Libye, Tchad, Niger de l'autre, évidemment sur les questions migratoires et les questions du développement. Une rencontre pour la première fois entre les deux protagonistes principaux en Libye. Il a reçu des visites latino-américaines. On a l'impression qu'il y a une file d'attente actuellement dans le monde pour être reçu. Il a visité une dizaine de pays européens, OTAN à Bruxelles, G7, G20, Trieste sur les Balkans, les JO à Lausanne.
Bamako, G5 Sahel, ça a été sa première visite. Une visite privée au Maroc, les Nations Unies. Donc beaucoup de travail, quelques textes de base. Donc il y a là quelque chose qui a démarré un peu sur les chapeaux de roue. Certains, comme Jean-Louis Bourlange, a même évoqué, utilisé l'adjectif de démarrage flamboyant. En diplomatie, quand l'inspecteur général va en mission pour surveiller un ambassadeur qui a été nommé il y a quelques mois, il dit dans son rapport, si c'est le cas, il a pris un bon départ. Ben, je crois que là, on a une situation de bon départ pour une diplomatie du mouvement. Pierre Grosser, est-ce que vous partagez cette idée de bon départ ? Oui, enfin en tout cas, effectivement, un départ flamboyant. Après, bon ou pas, le problème, c'est de savoir ce qu'on attend et ce que c'est qu'une bonne diplomatie. C'est toujours très difficile à évaluer. Autant pour les militaires, souvent on évalue assez facilement savoir si on a gagné ou si on a perdu. En revanche, pour la diplomatie, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en diplomatie, il y a rarement des retours d'expérience, mais on regarde toujours vers les sommets et un agenda qui est toujours très chargé parce qu'il y a des réunions régulières, que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial. Alors, oui, il y a un certain nombre de caractéristiques que l'on voit tout de suite, et il avait dit dès le départ que le monde avait les yeux tournés vers la France. Et il faut bien dire que son élection, la manière dont ça s'est passé, et son personnage aussi, hein, jeune, inconnu peu de temps auparavant, etc., dans une Europe qui était, disons, dans une ambiance, et même un monde qui était dans une ambiance assez morose, avec à la fois le vote pour le Brexit, l'élection de Trump, etc., etc. Il était, si vous voulez, le deuxième à avoir un peu focalisé le regard après Justin Trudeau au Canada, hein, comme personnage jeune incarnant finalement une nouvelle génération. Alors, à côté de ça, il a évidemment joué beaucoup sur les symboles, et des symboles forts, hein, Versailles pour Poutine, les Champs-Élysées pour le président Trump. Donc, vous avez dit qu'il y avait un problème avec le président chinois qui n'était pas encore venu, donc je ne sais pas où est-ce qu'il va l'accueillir pour faire l'équivalent, peut-être la cathédrale de Reims. Je vois pas, sinon, en termes de symbolique, ça va être difficile de faire aussi bien. Je pense que les Chinois, oui, ça serait, j'imagine que ça serait bien pris dans le 13e arrondissement. Mais si vous voulez, je crois que cet aspect symbolique est très important. On l'a vu, la question de la poignée de main. On va faire la bise à Merkel avant d'aller voir Trump. En même temps, on va se mettre à côté de Trump sur la photo pour qu'il ne soit pas trop à l'extérieur. Enfin bon, il y a eu tout un tas de symboles qui, je crois, ont été tout à fait marquants. En même temps, on a du mal à voir un peu où est-ce qu'il va avec ce discours du « en même temps ». Hein, c'est en même temps dans un sens, en même temps dans l'autre. Et on a eu l'impression, en tout cas avant les élections législatives, que justement il ménageait un peu la chèvre et le chou. Et je pense que d'ailleurs il a plutôt bien joué sur la scène intérieure. Par exemple pour Poutine, à la fois on le reçoit, donc pour aller vite, ceux qui veulent un dialogue avec les Russes sont contents. En même temps on parle de droits de l'homme de façon quand même relativement ferme, et ça fait plaisir à ceux qui veulent faire la leçon à Poutine. Et on pourrait dire la même chose sur les rapports avec les États-Unis ou sur la question syrienne. L'autre caractéristique, c'est quand même le volontarisme. Il y a quand même un volontarisme très très net de vouloir transformer les choses rapidement. Le problème, c'est quand le volontarisme devient impatience. Donc j'espère qu'à force de dire qu'on va faire des choses, le public ne va pas être trop impatient. Et puis il faut aussi noter qu'il y a une opportunité quand même. Et tout le monde parle en termes d'opportunité, c'est-à-dire on a un président américain qui est dans une situation quand même un peu particulière, et des États-Unis qui sont dans une situation particulière, l'Asie qui commence à regarder un peu plus vers l'Europe qu'elle ne le faisait auparavant, le Poutine qui n'est pas isolé, mais disons parce qu'il a énormément de liens avec beaucoup de pays, et il est aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, presque intercesseur dans tout un tas de domaines, mais je pense qu'il avait envie aussi qu'il y ait un dialogue avec un pays européen. Et puis Mme Merkel est aussi un tout petit peu moins flamboyante qu'on pouvait le prédire. Donc finalement, il y a un contexte qui est extrêmement favorable, et la diplomatie, c'est très largement une question de contexte. Mais en même temps, la politique extérieure, c'est un peu comme un paquebot, on ne peut pas godiller. Et c'est très difficile aussi de faire demi-tour, et donc, ou de faire un virage à 90 degrés. Donc il y a quand même tout un héritage, il y a tout un tas de positions traditionnelles de la politique française. On ne peut pas les changer très rapidement, et on voit quand même beaucoup d'éléments aussi de continuité. Alors pour rester sur les premières impressions, messieurs,
Vous avez parlé de bon départ, de notes symboliques, de volontarisme. Mais est-ce que la France manquait de volontarisme quand il arrive au pouvoir? Est-ce que les messages symboliques faisaient défaut chez ses prédécesseurs? Sans rentrer dans le détail. Non, mais il ne faut pas accabler les autres, mais vous vous souvenez, dans ce gros livre, un président ne devrait pas dire ça, François Hollande, qui n'avait pas eu d'expérience ministérielle, dit quelque chose qui est un peu un aveu. Il explique qu'il a mis 2 ans pour comprendre comment fonctionnait l'appareil d'État. Bon, alors Macron, on a l'impression qu'il arrive, il a déjà compris ça. Alors, le logiciel de Macron, on a beaucoup parlé de cela, c'est très intéressant. Je vous renvoie aux études d'Olivier Abel dans Études sur les sources intellectuelles et le travail d'Olivier Mongin à Esprit, puisque Macron était au conseil d'administration d'Esprit, il a écrit une dizaine d'articles, notamment sur le rôle de l'État. C'est un étatiste libéral, Macron. Et on cite toujours 2 sources. Ricoeur, il ne suffit pas de le citer, il faut regarder ce que ça veut dire. Ricoeur, c'est le sens du récit et de l'imaginaire, et quand il décrit la vision du monde de Poutine, par exemple, il insiste beaucoup sur l'imaginaire de Poutine, par rapport à l'Ukraine, par exemple. L'idée du mal, le mal existe, ça c'est très profond chez Ricoeur, et l'idée du consensus conflictuel. Il y a aussi Machiavel, sur lequel il a fait un mémoire. Le machiavélisme a volé de réputation, mais la première fois qu'on emploie ce terme, ça veut dire clairvoyance. Et le Machiavel, c'est rapport des forces, le sens de la puissance, le bien commun, et l'idée que le monde est fait de passion et d'intérêt, autant que de sagesse et de bonne volonté. Une remarque dans le journal du dimanche du président, bonjour François, le rapport de force ne me fait pas peur. Et ça, on l'a vu dans les conférences de presse. Alors, ce qui fait défaut, moi j'ai écrit un article qui s'intitulait dans l'hebdo Le 1 « Pour un président géographe », c'est que lui-même fasse récit de ses activités internationales. Il a relativement peu voyagé. C'est un homme de son âge, c'est-à-dire qu'il connaît la mondialisation. Mais il faudra qu'il fasse un discours politique sur la mondialisation parce que les Français ont un certain malaise sur ce sujet-là. On ne peut pas rester seulement dans le technologique, le numérique et l'économique, même si c'est une nécessité pour rebâtir une puissance industrielle en France. Donc, il y a aussi un travail à faire. Il faut compléter le logiciel. Alors, justement, on va y venir au logiciel et aux référents intellectuels d'Emmanuel Macron. Mais donc, bienvenue, bonjour, François Hesbourg. Je vous en prie, vous êtes tout excusé. On imagine que c'est le train. On en était encore aux impressions. Les impressions au bout de 5 mois de présidence Macron. On n'en est pas encore sur les référents, etc. On est sur vos premières impressions. Donc, Michel Fouché a dit que c'était un bon départ, et Pierre Grosser a mis l'accent sur les messages symboliques et le volontarisme. Et vous, quelles sont vos premières impressions? Les premières impressions, d'abord, comme Michel, je confirme que le départ est bon. Mais le bon départ n'est pas sans inconvénient. Mais d'abord, quelques mots sur ce bon départ. Il y a 1 an, la France était le pays que l'on plaignait en Europe. Bon, peut-être un peu moins que la Grèce, mais la Grèce, c'est fondamentalement peut-être un peu moins important sur l'échiquier mondial. Et faire l'objet de ce sentiment, qu'est la commisération, est probablement une des choses les plus pénibles qui puisse arriver à un pays. Et bien alors, 2 choses sont arrivées. L'une qui nous paraît aujourd'hui évidente, c'est l'élection d'Emmanuel Macron. Je reviendrai dans un instant. Mais il y en a une autre qui ne tenait absolument pas à nous, mais qui a surmultiplié la bonne impression causée par l'élection d'Emmanuel Macron. Et cette autre chose, ça a été le vote britannique pour le Brexit. Parce que la France a été remplacée rapidement et brutalement par le Royaume-Uni comme étant le pays que l'on plaint. C'est le Royaume-Uni qui est dorénavant l'objet de la commisération. Et il suffit de regarder
les commentaires après le discours de Mme Theresa May et au congrès du Parti conservateur il y a 2 jours. Vous savez comment c'est. Comme je crois que c'est Jacques Chirac qui disait les emmerdements, c'est comme les avions, ça vole en escadrille. Et chez les Britanniques, ça vole en escadrille. Et donc, arrivé chez nous d'Emmanuel Macron, et en l'espace de 3 semaines, un retournement extraordinaire de l'image de la France sur la scène internationale. Bien sûr, d'abord, le choc, parce que c'en était un, de cette élection totalement inattendue, encore plus improbable dans ses tenants que l'élection de Donald Trump. Donald Trump, pour moi, les Américains savaient qui c'était, et Donald Trump avait de l'argent pour mener campagne. Et Macron, il y a 2 ans et demi, très honnêtement, est-ce qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui savaient à ce moment-là l'identifier quand son image passait à la télé, ce qui n'arrivait d'ailleurs pas souvent. Et il arrive, et premier choc. Second choc, les rendez-vous internationaux immédiats, la même séquence que pour Hollande, pour les mêmes raisons, G7, OTAN et ainsi de suite, et avec 2 points forts, la réception de Poutine à Versailles, où Macron, d'un côté, reçoit Poutine dans des conditions extraordinaires, le rêve de tout responsable russe, d'être reçu à Versailles, c'est formidable. Et tout ça pour se faire savonner ses cheveux pas si nombreux par Emmanuel Macron lors de cette interminable et extraordinaire conférence de presse où Emmanuel Macron, à la réponse à la question d'un des représentants de la presse, entre guillemets, russe, dans la salle, RT. C'était RT qui demandait pourquoi est-ce que RT et Sputnik étaient interdits au briefing de presse matinale pendant la campagne au QG de Macron. Macron qui répond, froideau, regardant soigneusement, pas dans la direction de Poutine, et qui dit « Mais oui, vous avez tout à fait raison, ils ont été interdits, parce que ce ne sont pas des médias. » C'est de la propagande. Ce sont des agents d'influence. Les agents d'influence. En russe, les organes d'influence, pardon. Le mot organe a un sens très particulier. Ça désigne les services. Ça ne désigne pas l'estomac ou les reins. Ça désigne les services. Et quelques jours plus tard, la séquence Trump, que je ne vous résume pas, je crois que tout le monde l'a en tête, et notamment l'histoire de la poignée de main. À la fin du mois de mai, voilà, France is back, la France est de retour. En plus, pendant que Mme May, après que Mme May soit précipitée à Washington pour paraître faire allégeance à Trump et l'inviter à une visite d'État à Londres qui a dû être annulée ensuite parce que la population britannique n'a pas beaucoup apprécié l'invitation. Et voilà que nous recevons Trump en grande pompe, à nos conditions, sur notre avenue, avec les troupes américaines qui défilaient devant les caméras, devant la population française. Et c'est remarquable. Et évidemment, personne ne va s'en plaindre. Et ne plus être plein, c'est formidable. Mais voilà le mais dans l'histoire. Le président, comme ses prédécesseurs, a pu avoir l'impression que la politique étrangère, c'est, comme ce que disait Napoléon sur la guerre, c'est un art simple et tout d'exécution. Qu'on peut transformer les situations instantanément. La preuve, c'est ce qui s'est passé. Alors que la politique étrangère, c'est quelque chose qui s'organise dans la durée. J'ai entendu quelques-uns des mots de Michel Fouché, et je ne saurais qu'abonder dans son sens. Et j'espère qu'il n'aura pas l'illusion qu'a eu Sarkozy, qu'une politique étrangère, ça peut être une succession de coups, d'opérations. Mais non, la politique étrangère, c'est pas comme les opérations militaires.
c'est différent. Merci François Hesbourg. Donc on a fait un peu le tour sur les premiers mois, vos impressions. On sort de la représentation, on sort des messages symboliques. Maintenant, abordons le point des références intellectuelles d'Emmanuel Macron sur le terrain de la diplomatie. Michel Fouché a à peine évoqué Ricoeur, mais essayons d'aller un peu plus loin. Pierre Grosser, quelles sont, selon vous, les grandes références intellectuelles en politique étrangère du président Macron? Ce n'est pas toujours très facile parce que tout n'est pas explicité avec des notes en bas de page comme les historiens aimeraient bien avoir. C'est-à-dire, voilà, je fais référence explicitement à quelqu'un. On a l'impression, effectivement, avec cette espèce de miracle de redressement de la France, de retrouver un peu le discours d'un Louis XIV, d'un Napoléon ou d'un De Gaulle qui disait « Avant moi, c'était le désordre le plus complet, j'arrive et tout change ». Bon, il y a des éléments de continuité, je l'ai déjà mentionné, et il ne faut pas exagérer, évidemment, la transformation, mais évidemment, il y a toute une construction intellectuelle et une construction médiatique qui va se faire là-dessus, qui s'est déjà faite en partie là-dessus, et qui va sans doute continuer. Mais il y a aussi quelque chose d'assez similaire, finalement, avec ces trois personnages, et aussi, d'une certaine façon, avec Mendès France, c'est de dire qu'il faut d'abord remettre la maison France en ordre. Hein, c'est vraiment ça la priorité. Et donc, on a l'impression qu'on retrouve une continuité dans l'histoire de France, que quand la France est faible et divisée, eh bien, elle ne peut pas peser sur la scène internationale. Et donc, il y a quand même, d'ailleurs, c'est une des grandes conditions de la durée de cette bonne image, c'est qu'il y ait un vrai redressement de la France, ou en tout cas l'apparence d'un redressement de la France, et qu'il n'y ait pas, au contraire, des divisions qui soient plus importantes, ce qui peut tout à fait arriver. Un deuxième référent, c'est quand même l'Europe. Je crois qu'il y a vraiment, c'est un Européen. L'Europe, c'est absolument fondamental. Et on retrouve quand même là aussi quelque chose d'assez traditionnel de l'Europe comme multiplicateur de puissance. Il a vraiment l'impression que la France seule ne peut pas peser sur la scène internationale. À plusieurs reprises, il a dit, voilà, il faudrait que ce soit à peu près au niveau des États-Unis et de la Chine. Et donc, c'est quand même une vision relativement réaliste à côté de l'idéalisme des échanges d'étudiants qui voudraient accélérer, mais aussi d'apprentis, tous les échanges culturels. Enfin, il y a à la fois une foi dans le projet européen et en même temps une vision quand même très très réaliste de l'Europe. Pour ce qui est de tout le discours du multilatéral, les biens communs, etc., là on a l'impression d'avoir une continuité plutôt avec du Chirac. Hein, il y a pas, à part que Chirac avait une petite vision monde multipolaire au temps de l'hyperpuissance américaine. Là, il a bien dit qu'il n'y a plus d'hyperpuissance américaine. Mais l'idée des biens communs, c'était, il y a quelques années, l'idée des biens publics globaux. La France poussait cette idée des biens publics mondiaux, globaux, ça dépend de la traduction que vous donnez. Et évidemment, avec le climat, on a quelque chose, un leadership français tout à fait évident. Un autre élément qui me semble être aussi un effet de génération, c'est qu'on a l'impression de quelqu'un du début des années 90. Sur les questions économiques, c'est-à-dire il y a à la fois, moi j'ai l'impression de relire dans ces discours des analyses qui étaient faites au début des années 90 dans deux domaines. Le premier, c'est que la mondialisation, c'est inéluctable et que finalement, c'est celui qui sera le mieux profiter de cette mondialisation en attirant les talents et en attirant les cerveaux qui va gagner. Et ça, c'était quelque chose qu'on avait, par exemple, dans l'équipe Clinton au tout début, ce type de vision, avec d'ailleurs à cette époque quelque chose d'assez caricatural, où on disait, nous, on va garder les cerveaux, et les Chinois, ils vont uniquement avec leurs petites mains fabriquer ce que nous, on aura imaginé. Et on a vu que ça n'avait pas vraiment marché. Mais cette idée d'une compétition pour l'attractivité, c'est vraiment quelque chose qui est né du début, enfin qui s'est cristallisé au début des années 90. Mais en même temps, et on l'oublie souvent, au début des années 90, c'est le moment où on a commencé à parler de géoéconomie. C'est-à-dire l'idée qu'il y avait quand même la possibilité d'une forteresse Europe. C'est le moment où a été créé l'ALENA, c'est le moment où on avait l'impression que le Japon était très fort. Et donc, les règles commerciales, il ne fallait pas être trop naïf dessus. Et donc là, on retrouve aussi cette dimension, c'est-à-dire que ce n'est pas un hyper-libéral en disant qu'il faut ouvrir les frontières n'importe comment. À plusieurs reprises, hein, il dit, voilà, c'est une compétition, il ne faut pas être naïf face aux Chinois ou face aux Américains, d'autant plus qu'eux ne le sont pas du tout. Et dernier point, je trouve ce qui est très intéressant, c'est, alors je pense que c'est aussi une influence de la proximité avec Jean-Michel Severino, c'est une approche de l'Afrique qui est quand même très particulière. Alors on a beaucoup glosé sur ces remarques démographiques, hein, sur le fait qu'il y avait un problème démographique en Afrique, mais à côté de ça, on a l'impression de lire du Severino quand on lit du Macron, c'est-à-dire quelqu'un qui est optimiste sur l'Afrique, mais quelqu'un aussi qui est réaliste sur l'Afrique, mais qui est prêt à faire plein de choses avec des gens très différents,
des hommes d'État avec lesquels on avait l'habitude de faire affaire. François Hesbourg, sur les grandes références intellectuelles, vous partagez le constat de Pierre Grosser? Oui, j'allais dire, j'ai pas d'objection. Et non, mais j'allais dire, j'ai pas d'objection, mais ça ne correspond pas non plus à ce que j'ai pu voir. Et ce qui ne contredit pas ce que vous dites. Hein. Et pendant la campagne, et bon, moi j'ai sévi surtout sur les questions de défense, sécurité, terrorisme, mais avec évidemment une interface assez forte avec les nombreuses petites mains diplomatiques. Il y avait une foultitude de jeunes diplômes qui gravitaient dans le système macronien, qui était sympathique d'ailleurs. Il y avait beaucoup de créativité, pas toujours beaucoup de discipline, mais enfin, bon, c'est pas forcément ce qu'on leur demande. Et c'est pas comme chez les militaires. Donc sérieusement, et Emmanuel Macron est arrivé essentiellement sans préjugés. Sans préjugés et avec relativement peu de bagages, ce que disait Michel tout à l'heure. C'est d'ailleurs assez normal. Il a une vie fort bien remplie, mais il a 39 ans. Hein, il n'en a pas 59 ou 69. Et donc, il apprenait en marchant, si j'ose dire, passant du temps, et surtout sur les sujets compliqués, sur lesquels il essayait de comprendre, et ce qui est un exercice au demeurant particulièrement ingrat quand il s'agit de sujets sur lesquels, à la sortie, il n'est pas certain qu'il y ait énormément de choses à comprendre et utilement. Et je pense notamment à l'affaire syrienne. J'ai passé beaucoup de temps sur l'affaire syrienne. Et ça se sentait dans la campagne. Souvenez-vous des tunnels sur la Syrie en février, mars jusqu'en avril, où bien sûr le sujet était à l'ordre du jour, donc les médias le lançaient là-dessus, mais lui-même ne cherchait pas à abréger l'échange. Et donc il régurgitait les éléments qu'il avait appris sur la Syrie. Mais comme ces éléments ne forment pas un tout cohérent, parce que la situation en Syrie n'est pas vraiment cohérente, hein, ne forme pas un tout cohérent, ça ne se prête pas à une simplification, à une réduction aisément opérationnalisable en termes diplomatiques et militaires. Donc, plus il parlait de la Syrie, plus on se rendait compte qu'il ne savait pas très bien ce qu'il voulait dire, et on ne comprenait pas très bien parce que lui-même ne donnait pas l'impression d'avoir toujours très bien compris. C'est ce que j'appellerais, moi, un défaut de jeunesse. C'est aussi un défaut sympathique, parce que chercher à comprendre d'abord ce qui est le plus difficile, c'est plutôt bon signe, parce que c'est franchement plus difficile. Et un peu de la même façon, il s'était investi très tôt, avant même la campagne, sur le sujet du terrorisme, et qui n'est évidemment pas un sujet facile. Il a fini par se bâtir une doctrine en matière de terrorisme. Il s'y est tenu, elle inspire son action au quotidien. Il en sera de même sur les sujets de politique étrangère. Mais il n'a pas un passé où on peut dire « Ah oui, au fond, c'est un Gaulo mitterrandien de toujours », même si lui-même a employé cette expression. Justement, on va y et je pense qu'il l'a fait de façon opportuniste, sachant que c'était une façon de poser un double marqueur qui lui permettait de ratisser exceptionnellement large. En termes de gestion du temps politique, c'était intelligent de le faire. Mais très franchement, je ne pense pas qu'il, j'allais dire, ce n'est pas un védrinien de troisième génération, un Gaulo-mitterrandien de troisième génération. Et il est pragmatique, il vient sans préjugés, il ne s'est pas enfermé pour l'instant dans un système. Ça viendra peut-être, ça viendra avec la fixation des différentes lignes politiques sur les différents sujets. Il y a une boussole, c'est l'Europe. Il y a un outil, c'est le franco-allemand. Et il y a une condition, c'est la relance économique et la réforme sociale. C'est ça qui sous-tend tout ce qu'il tente de faire et de dire en politique étrangère.
Mais c'est ça, et pour l'instant, je pense pas beaucoup plus que ça. C'est pas mal déjà. Hein. Merci François Hesbourg. Alors, François Hesbourg vient de parler de gaulo-mitterrandisme. Effectivement, le candidat Macron avait dit « je m'inscris dans une logique gaulo-mitterrandiste ». Et puis, quelques semaines, ou mois, même pas, après son élection, il a dit « ne comptez pas sur moi pour une diplomatie néoconservatrice à la française, avec moi, pas d'intervention, etc. » Michel Fouché, et vous aussi, chers amis, à votre avis, ces catégorisations ont-elles un sens ? Est-ce qu'on est vraiment sorti de 10 ans, d'une décennie sarko-hollandiste, d'une diplomatie néoconservatrice à la française? Ça, l'avenir le dira. Hein. Alors vous êtes auteur de plusieurs papiers sur ces sujets. Oui, en particulier dans cette excellente Gazette du soir, Le Monde. Ben non, la lecture de la Gazette est la prière quotidienne de l'homme moderne. Alors je suis moderne. Friedrich Engels, c'est pas moi. Donc je lis la Gazette, même sur écran maintenant, quand on trouve plus de papier. Très bien. Je crois que le bilan de certaines interventions militaires ayant pour but de changer les régimes, il ne faut pas confondre Mitterrand qui envoie la troupe pour reconquérir le nord du Tchad occupé par les armées libyennes et des interventions dont l'objectif est de changer les régimes. Il y a deux exemples. Il y a un exemple et puis un exemple qui n'avait pas ce but mais qui a dérivé vers celui-là. L'exemple, c'est 2003, Irak, la revanche sur le 11 septembre. On continue à en payer la facture partout. Et la France, à l'époque, et l'Allemagne ne s'y étaient pas associés. Et puis la Libye, ça n'était pas au départ l'objectif. Et puis finalement, on a abouti à cela, en toute méconnaissance d'ailleurs de ces sociétés libyennes, de ces territoires extrêmement divisés. Les Italiens nous avaient mis en garde, on ne les a pas écoutés, ils connaissent bien ce pays, c'est eux qui l'ont fabriqué. Et on a maintenant de graves difficultés. Donc je constate que le président de la République en a fait, avec l'aide de son ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Défense, très impliqué déjà dans la question libyenne, une de ses priorités en réunissant à la Celle Saint-Cloud deux des protagonistes, deux parce qu'il y en a bien d'autres. La question libyenne, elle est importante non pas sur le plan du principe, mais moi j'ai beaucoup travaillé avec l'Union africaine sur les questions de frontières dans les pays du Sahel. À l'époque de Kadhafi, qui a tous les défauts du monde, il était perçu comme le bienfaiteur des pays du Sahel, avec de mauvaises intentions sans doute. Mais il investissait beaucoup. Et la Libye, pétrolière, et en plein boom économique et de construction, était le pôle emploi, le bassin d'emploi du sud de la Tunisie, de l'ouest de l'Égypte et de toutes les populations touareg. Tout ça s'est effondré. Ils sont rentrés chez eux en pillant les casernes qui étaient surarmées et les problèmes ont commencé. Ça n'est pas la seule raison des problèmes qu'on a au Sahel. Il y a aussi la poussée wahhabite. Il y a toute une série de raisons, la démographie, la mauvaise gouvernance, etc. Donc je crois que le président de la République est tout à fait conscient de cela puisqu'il faut en gérer les conséquences. Syrie, Irak, pays du Sahel, il est allé à Bamako, je l'ai dit tout à l'heure. Les choses ne se passent pas très bien, malgré la présence militaire française. Et il a fait beaucoup allusion, on parlait de Severino tout à l'heure, à des solutions en amont. En particulier, il parle beaucoup d'État failli. Donc je crois qu'il y a une rupture. Il ne faut pas perdre trop de temps avec ces questions idéologiques, mais je ne crois pas qu'on soit aujourd'hui dans un pays où on va se lancer dans des interventions militaires pour changer les régimes qui ne nous plaisent pas, pour faire plaisir à quelques intellectuels et à quelques médias. Donc là, il y a une vraie... Et là, il y a plus de réalisme. Il y a plus de réalisme parce qu'on est en train actuellement de payer les factures de toutes ces interventions. Il y aurait de toute façon eu des crises. Elles auraient sans doute été différentes. Mais la facture irakienne est lourde. Elle est très très lourde. Et la facture libyenne aussi. Donc il est urgent de stabiliser la situation en Libye, pas seulement pour les raisons migratoires, de remettre ce pays en route. En Afrique de l'Ouest, dans les pays du Maghreb, on a absolument besoin d'avoir quelques moteurs économiques. La Côte d'Ivoire, qui ne va pas très bien,
On a besoin de remettre en route la Libye. Le Maroc joue un peu ce rôle-là, l'Algérie moins. On a absolument besoin de moteurs économiques pour donner des perspectives à des populations jeunes. Merci Michel Fouché. Pierre Grosser, alors, diplomatie néoconservatrice à la française, ça a du sens ou pas? Non, je ne pense pas que c'est du sens de dire qu'il y a une diplomatie néoconservatrice, qu'il y a un certain nombre de gens qui se soient sentis proches des néoconservateurs, par exemple déjà dans les années 80, au début des années 80, qu'on a retrouvé par exemple autour de Jacques Chirac quand il était Premier ministre en 1986. Oui, qu'il y ait eu un certain nombre de gens qui soient proches aussi de courants néoconservateurs dans les années 2000, oui. Après, la question, c'est la question de la cohérence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'il y a derrière des politiques étrangères une énorme cohérence idéologique, ni aux États-Unis, ni dans pratiquement aucun pays. Même M. Poutine, on exagère très largement la cohérence de sa pensée, où il prend quand même, il bricole avec des courants idéologiques dans son pays. Donc il y a souvent des réactions, il y a des rapports de force à l'intérieur des bureaucraties à tel ou tel moment. Il y a aussi des choix liés à la politique intérieure, enfin, énormément de facteurs qui jouent et qui font que finalement, c'est très difficile de dire qu'il y a eu une grande politique néoconservatrice, ni aux États-Unis et encore moins, à mon avis, en France. D'ailleurs, les néoconservateurs aux États-Unis ont eu rarement une influence importante. Ils l'ont eu au tout début de Reagan, ils l'ont eu au tout début de Bush, et c'est tout. Et justement, ils ont plutôt craché sur Reagan et ils ont plutôt craché sur Bush parce qu'ils avaient l'impression qu'ils changeaient de comportement et notamment qu'ils parlaient avec des adversaires, ce qui est évidemment quelque chose qui leur posait un certain nombre de problèmes. Donc il faut regarder beaucoup plus finement que ce genre d'apostrophe, qui est aussi une façon de catégoriser des gens et une façon évidemment de dire qu'il faut en finir avec telle ou telle politique. Je ne pense pas que ni la politique de Sarkozy, ni la politique de Hollande ait été en elle-même néoconservatrice. Il y a quelques éléments dedans, on peut le dire. Après, c'est de trouver quels sont les marqueurs. Alors, il y a la question effectivement de l'intervention plutôt unilatérale, mais là, je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence absolument majeure. Il y a le rapport avec les États-Unis, ça c'est très important, c'est-à-dire d'avoir des relations fortes avec les États-Unis et de confiance avec les États-Unis, voire être le numéro 2 à la place du numéro 2, c'est-à-dire des Britanniques. Et ça, c'est vraiment d'ailleurs un des vrais, en tant qu'historien, une vraie question. C'est-à-dire, on a tendance à vanter beaucoup le général de Gaulle en disant qu'il a fait une grande politique, mais est-ce que finalement elle a été si efficace en faisant un peu la nique aux Américains, alors que la 4e République, qui a beaucoup collé aux Américains, qui avait un ambassadeur aux États-Unis, qui connaissait tout le monde à Washington, est-ce qu'elle n'a pas obtenu plus des États-Unis? Est-ce qu'elle n'a pas été plus efficace dans un certain nombre de domaines? Et est-ce qu'elle n'a pas laissé un plus gros héritage? Moi, je suis tout à fait pour réhabiliter la 4e République dans tout un tas de domaines. Eh bien, le fait d'être proche des États-Unis, ça peut être aussi un atout tout à fait considérable, plutôt que d'essayer de les braquer. Et donc, l'idée de revenir proche des États-Unis après cette phase, disons, où on avait des relations pas toujours faciles, mais Mitterrand a été quand même assez proche des Américains aussi. Il y a eu des très bonnes relations, notamment avec Ronald Reagan, hein, ce qu'on ignore parfois. Ça, c'est quelque chose d'important, mais le problème, c'est quels États-Unis? Quels États-Unis? Par exemple, ceux qu'on qualifie traditionnellement de néoconservateurs n'étaient pas des fanatiques d'Obama. Vous savez très bien, ils auraient préféré l'élection de McCain, et on avait l'impression que Obama, notamment cette fameuse année 2013 avec la ligne rouge, eh bien, ne faisait pas une politique qu'il souhaitait, c'est-à-dire affirmer la force et les valeurs. Après, les autres dossiers qui posent problème, c'est évidemment le dossier iranien, où là, il peut y avoir des convergences assez fortes, c'est-à-dire une certaine obsession pour l'Iran, hein, qui a d'ailleurs en partie déterminé, à mon avis, la politique à l'égard de la Syrie, c'est-à-dire qu'il fallait d'autant plus faire tomber Bachar que c'est quand même l'allié de l'Iran. Et puis, c'est le rapport aussi avec Israël et les relations particulières avec Israël. Et ça me semble être des marqueurs plus importants que la relation elle-même avec les États-Unis. Et là, ça dépend très largement de qui est au pouvoir, de qui est Premier ministre. On sait que Yoel Valls avait des relations très particulières avec Israël. Voilà, ça dépend très largement, à mon avis, des individus. François Hesbourg, est-ce que vous partagez ce que vient de dire Michel Fouché sur les interventions, et notamment la Libye? Je pense que non. Et ce que vient de dire Pierre Grosser sur la relation particulière franco-américaine? Oui, les réponses courtes, c'est non et oui. Mais je développe un petit peu. D'abord, sur cette histoire des référentiels gaulo-mitterrandiens d'un côté et le rejet du référentiel néoconservateur, pour moi, c'est la marque que Macron ne veut pas paraître enfermé
dans un système. Pourtant, il l'a dit. Non, non, mais justement, le gaulo-mitterrandisme, c'est l'absence de système, quand même, hein, fondamentalement. Et vous pouvez justifier n'importe quoi au nom du gaulo-mitterrandisme. Et le rejet du néoconservatisme permet, là aussi, et de façon plus ou moins rusée, de mener une politique néoconservatrice qui ne sera pas perçue comme telle, puisqu'elle est rejetée par principe. Et je pense, par exemple, au dernier discours de Macron à la Villette avant le second tour des élections de Paris, et il dénonce les régimes de M. Poutine, de M. Orban et de M. Kaczynski. Il met Varsovie, Budapest et Moscou dans le même panier de valeurs et d'idéologie. Si ce n'est pas du néoconservatisme, qu'on m'explique ce que veut dire néoconservatisme. Ce n'est pas une critique. Je pense que Macron a 1000 fois raison de garder les mains libres par rapport à un système, quel qu'il soit, qui risquerait de l'enfermer. Et je pense qu'il s'est créé plus de tort en évoquant un autre système qui lui existe et qui est très fort, qui est le système jupitérien, qui est certes une description d'un fait, mais qui est aussi un choix français. Deuxième chose, les interventions. Lorsque Nicolas Sarkozy a été élu, la consigne aux membres de la commission du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale à l'époque, c'était « il faut trouver le moyen d'éviter qu'il y ait trop d'interventions militaires ». Et en liaison avec la commission Balladur, qui travaillait sur la révision constitutionnelle, on a mis en place à l'époque les rares freins qui modèrent la capacité de l'exécutif à faire n'importe quoi au plan des interventions militaires dans le monde. Il y a un contrôle, un début de contrôle parlementaire. Donc ça, c'était l'intention de départ de Sarko. Et à peu près la même chose pour Hollande en début de quinquennat. Donc voilà deux présidents qui démarrent en disant ouais, il y a beaucoup trop d'interventions, les troupes sont partout, etc. Oui, bon, enfin Bush, il avait au moins une excuse qui était le 11 septembre, et qui était une très oui, mais il avait une très grosse excuse pour changer d'avis. Et dans le cas de Sarko et de Hollande, il n'y avait pas un bouleversement de ce type. Et tout simplement, vous découvrez quand vous êtes Jupiter et qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez un contrôle direct. La foudre militaire, la foudre de Zeus. Et, bon, certes, vous n'avez pas l'intention d'en abuser, mais c'est quand même beaucoup moins compliqué que de négocier avec les syndicats la réforme du Code du travail. Et c'est très, très tentant d'utiliser cet outil qui vous appartient. Et c'est vrai aussi, mutatis mutandis, pour la diplomatie. Et je ne sais pas si Macron échappera au sort qui a été celui de ses deux prédécesseurs en la matière. Pour l'instant, moi je vois comment il opère. Il continue visiblement d'aimer la complexité, d'aimer désosser les problèmes, de comprendre. De ce point de vue-là, c'est un anti-Trump. Parce que bon, j'ai déjà fait l'analogie avec Trump. Et pour gagner contre des populistes, il faut adopter certains des outils du populisme. Ça, c'est clair. Une ligne anti-parti, une ligne anti-système, un vocabulaire qui sonne vrai. Hein, bordel, feignant, que sais-je. Hein, pour faire de l'antipopulisme, il faut aussi utiliser des outils du populisme. Mais il n'en reste pas moins que fondamentalement, Macron est un homme qui s'intéresse au fond des choses. Donc il échappera peut-être au destin de ses prédécesseurs. Cela étant dit, je vois aujourd'hui qu'on a un nouveau front militaire qui s'est ouvert hier au Niger. Important, hein. Je ne sais pas si les journaux en ont beaucoup parlé, la Gazette, le Prémidi, Le Monde en a parlé, parlé. Oui, un petit peu quand même. Et Non. à la télévision, j'ai rien vu ni entendu hein, pour l'instant. Enfin bon, ça viendra peut-être. Hein. Et
on apprend d'ailleurs de façon incidente que ce sont des opérations conjointes franco-américaines. Et ce qu'on n'a pas encore vraiment appris non plus, c'est que ça fait quelques mois qu'on conduit des opérations militaires en Libye. On n'agit pas simplement sur le registre diplomatique, Michel. Non, tu ne l'as pas dit, mais je veux dire, c'est une façon de dire qu'on a les mains dans le cambouis, mais loin et profond. Alors sur l'interventionnisme, en Syrie, Sarko a voulu faire du néoconservatisme. Il ne s'est pas donné les moyens de sa politique. Et en Syrie aussi, Hollande a voulu faire du néoconservatisme et il a failli y arriver conjointement avec Obama, la fameuse ligne rouge, août 2013. Obama fait un virage sur l'aile et nous sommes laissés en plan, fin de la tentation néoconservatrice. Et est-ce que la Syrie s'en porte mieux? Est-ce qu'on a eu tort de ne pas faire l'opération du mois d'août 2013? Nous ne le saurons jamais, c'est un contrefactuel. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la Syrie, c'est franchement pas Fleury-Michon. Et quant à la Libye, si on veut avoir une idée de ce qu'aurait été la Libye sans le renversement de Kadhafi, avec simplement les rebelles contre Kadhafi, ce qu'on a eu pendant 2 mois avant l'intervention des pays occidentaux en Libye, avec la France et le Royaume-Uni en première ligne. Et si Kadhafi était resté en place, la Libye ressemblerait peut-être beaucoup à la Syrie. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Bon, certains diraient que c'est probablement beaucoup plus mal. Et tout ce que tu dis, Michel, sur la Libye est exact, mais comparé à quoi, comme dirait Voltaire? Quelle était l'alternative réellement disponible? Ce n'est pas évident. Enfin, dernier point sur le futur. Et Macron aime bien réfléchir quelques coups en avance. Il s'intéresse beaucoup à l'Afrique, dans les termes que tu as évoqués. Hein. Il s'intéresse beaucoup au Maghreb. Et je ne crois pas trahir sa pensée en disant que, par exemple, il réfléchit peut-être plus que ne l'ont fait certains responsables politiques français à l'Algérie, qui est l'éléphant dans la salle de l'histoire et du présent français. Ce grand pays de 30 millions d'habitants, le plus grand pays du Grand Moyen-Orient, j'ajoute tout de suite, au cas où on ignorerait, avec 2,5 millions de rapatriés, leurs familles et leurs collatéraux en France d'un côté, et 2,5 millions de personnes dont les grands-parents ou les parents ont émigré en France d'origine arabe ou berbère. Donc des liens extrêmement étroits, extrêmement difficiles entre les deux pays. Si quelque chose va mal en Algérie, alors là, on va tout d'un coup se rendre compte que c'est toujours très intéressant de vouloir parler de la médiation au Kurdistan ou de la médiation sur le Qatar, mais qu'il risque d'y avoir des choses un tout petit peu plus lourdes de conséquences plus près de chez nous. Et Macron fait partie des gens qui essayent de se projeter un petit peu dans l'avenir. Et toujours sur ce registre, et le lien avec les US, ce qui a été dit est tout à fait exact. Je ne vais pas gloser dessus parce que c'est vraiment, je ne le dirai pas différemment. Mais c'est le lien par rapport au Royaume-Uni qui est interpellant. Parce que d'un côté, nous cherchons visiblement depuis une douzaine d'années, hein, Chirac avait commencé, paradoxalement, y compris en pleine crise irakienne. Et ensuite, Sarkozy et Hollande, effectivement, a tenté de piquer la place des Britanniques auprès des Américains et d'être le vrai numéro 2 à la place des Britanniques. Avec le Brexit, bien entendu, ça risque effectivement d'arriver. Et de l'autre côté, nous risquons fort d'être le numéro 2 de l'Allemagne dans l'Union européenne à 27, y compris en matière de défense. C'est quand vous entendez le ministre des Finances allemand, bien des Finances, dire qu'il faut dépenser 2% du PIB pour la défense d'ici 2025, ce qui veut dire grosso modo un doublement du budget militaire allemand.
passé à 80 milliards d'euros. C'est-à-dire à peu près, en comptant tout ce qui peut être compté au sens le plus large en domaine de la défense, c'est 2 fois la France. Si ça arrive, et j'aime autant vous dire qu'en termes de culture stratégique, en termes de façon de se positionner des Européens dans le monde, ça aura une influence majeure. D'où l'importance du discours de Macron à la Sorbonne l'autre jour sur ce sujet. Lisez-le attentivement. Comme dirait l'autre, il y a passé du temps. Hein. On va y venir, mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur les priorités diplomatiques du président Macron. Il a dit il y a quelque temps que la lutte contre le djihadisme était sa priorité. Alors, messieurs, est-ce que cette priorité signifie une réorientation des relations stratégiques avec des pays comme la Russie, notamment en Syrie, et avec la Syrie, notamment le rapport avec Bachar? Michel Fouché, peut-être. Sur les priorités, ça a été annoncé assez clairement. Et quand on regarde, bon, après ça se décline d'abord au ministère de la Défense, enfin des Armées, mais surtout au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. D'ailleurs, les grands ministères régaliens ont changé de nom. De la Défense aux Armées, donc je suis votre chef, de Affaires étrangères à Europe et Affaires étrangères. On peut réfléchir aux instructions. Vous savez, quand on forme un gouvernement, le Premier ministre, évidemment, en accord extrêmement étroit avec le président, envoie à chaque ministre une lettre qui est en quelque sorte la feuille de route. Bon, on peut très bien imaginer le type de lettre que Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a reçu. Il y a 5 points. Le premier, ce que vous dites, c'est essentiellement les questions de crise internationale et de sécurité des Français. C'est-à-dire qu'il y a un lien. C'est-à-dire qu'on va hiérarchiser. C'est une des difficultés de la politique étrangère, surtout pour un pays qui est, comme la France, a une tradition ancienne, un peu globale, et qui est représenté au Conseil de sécurité comme membre permanent, avec droit de veto. Donc là, il y a un lien entre l'engagement dans les crises internationales et la sécurité des Français en France et à l'étranger, et parfois même la question migratoire, mais de manière annexe. Et ensuite, numéro 2, construire une Europe qui protège. Protection dans tous les sens du terme, mais enfin, à l'époque du référendum sur le traité de Maastricht, le président de la République, Mitterrand, à la Sorbonne en particulier, déjà à la Sorbonne, avait au fond mis en place un discours sur la protection. Et puis après, il y a d'autres éléments autour de la diplomatie économique, les défis globaux, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire climat, contre-prolifération, et puis enfin le thème de l'influence. La question des crises internationales, l'engagement diplomatique et militaire de la France dans les crises internationales, et en particulier celles qui affectent directement la sécurité des Français. Donc c'est véritablement une priorité. Alors ça veut dire en Syrie, Irak, continuer à éliminer Daesh. Je ne sais pas ce qui s'est discuté hier à l'Élysée entre le Premier ministre irakien Al-Abadi et le président français, mais clairement une coopération dans tous ces domaines de la sécurité. Et puis, en effet, un engagement sur ce qu'il a appelé l'axe Europe, c'est-à-dire Europe, Maghreb, Sahara, Sahel, pour agir plus en amont, c'est toute la problématique du développement, pour engager d'autres Européens, notamment les Allemands, dans des programmes de formation, un financement européen des initiatives des pays du Sahel, le fameux G5 Sahel, tout ça, ça coûte très cher, surtout dans des pays où les armées sont mal payées, mais quand elles sont mieux payées et qu'elles sont surtout bien équipées, le risque, c'est toujours d'utiliser le matériel moderne et les hélicoptères pour attaquer le palais présidentiel, comme on l'a vu il y a quelques années au Burkina. Les Américains ont formé les Français des forces spéciales, et puis à un moment, elles sont allées renverser le président. Donc assurer la solde, bien payer les gens. Macron mobilise actuellement les partenaires européens dans ce domaine
les Italiens, les Britanniques aussi encore, les Allemands, les Espagnols. Et puis la question algérienne, François a absolument raison. D'abord, il est allé en Algérie pendant la campagne. La question algérienne est très complexe en France. On n'a rien de neuf à vous apprendre, sauf que mon expérience, c'est qu'à chaque fois qu'on a ce que j'appelais tout à l'heure une diplomatie du mouvement, la première demande dans les premiers jours d'un ministre actif des Affaires étrangères à ses collaborateurs, c'est « faites-moi un dossier, priorité Maghreb ». On part toujours de là. Et puis en fait, ça va dériver, parce qu'il y a la vie, il y a l'histoire, il y a les événements, il y a d'autres questions. Alors, il y a un problème algérien qui est très particulier, succession de Bouteflika, tout ça n'est pas très clair. Et puis nos chers amis algériens ont quand même eu la mauvaise habitude d'exporter leurs djihadistes dans les pays du Sahel. Et la coopération militaire franco-algérienne est extrêmement difficile, pour des raisons évidentes, même s'ils nous ont fourni, et ils continuent, de l'eau et du pétrole ou du kérosène ou de l'essence pour les opérations au sud du Mali. Mais il y a quand même une relation extrêmement... et puis surtout, le différend permanent, l'entêtement entre Alger et Rabat, l'impossibilité de travailler ensemble, est quand même une très grande faiblesse pour avoir une politique d'ensemble euro-maghrébo-ouest-africaine. Donc, la priorité est très claire. Elle me semble qu'elle est abordée dans tous ces éléments, y compris la partie développement. Il y a un mot-clé chez Macron, j'ai dit tout à l'heure, force, faiblesse. Il y a un mot-clé qui revient très souvent dans ses discours, c'est celui de stabilité. Je vous ai dit tout à l'heure, Macron, c'est un libéral, mais c'est un étatiste. C'est l'État, et notamment dans les domaines régaliens. Et c'est lié à cette préoccupation de stabilité. Donc, il donne des instructions dans ce sens-là. Et je crois qu'il a raison, d'ailleurs, de considérer que c'est notre priorité. Alors, ça pose une difficulté avec les Allemands, on en reparlera tout à l'heure, c'est que les Allemands, eux, gardent une préoccupation en Europe centrale et orientale. Merci. Pierre Grosser, sur cette réorientation, enfin, sur cette éventualité d'une réorientation stratégique sur la Russie et la Syrie, et notamment, je vais faire référence à votre ouvrage, l'ancien, l'avant-dernier, c'est-à-dire sur peut-on négocier avec le diable, traiter avec le diable. Alors, est-ce que le président Macron est prêt à discuter avec Bachar, puisqu'il n'en fait plus un préalable? Est-ce que cette priorité de la lutte contre le djihadisme réoriente, redéfinit les orientations stratégiques? La lutte contre la menace djihadiste et les préoccupations de protection, je pense que aussi c'est lié à l'état de l'opinion en France. Et donc par rapport justement à couper l'herbe sous le pied des populistes, on a tout intérêt d'avoir ce discours de protection et de dire que c'est le problème numéro un. La grande question est de savoir s'il faut la qualifier de menace ou de risque. Et là, évidemment, ce sont des débats qui ne sont pas seulement sémantiques, mais évidemment, c'est toute la définition de la guerre contre le terrorisme qui avait été, disons, un peu hâtivement déclarée par Manuel Valls, qu'il faut reconsidérer. Alors, bien entendu, c'est un élément essentiel, mais je ne pense pas que ça soit cela qui puisse écraser absolument tout le reste de l'agenda, notamment si on a un début de dialogue avec le régime syrien. Je pense que s'il y a un début de dialogue avec le régime syrien, ça ne va pas être Macron qui va arriver sur un porte-avions pour aller parler à Bachar. Ça va être, à mon avis, beaucoup plus subtil que ça. Et de toute façon, et c'est aussi ce que je dis dans mon livre justement, c'est que d'attendre que le contact permette un virage à 180 degrés, une transformation complète des rapports entre les dirigeants et entre les pays, c'est illusoire. Même ceux qui pensent qu'il faut parler plus avec Poutine, et je pense en faire plutôt partie, n'ont aucune illusion sur le fait qu'on est dans des difficultés avec la Russie pour longtemps. Il n'y a pas tout d'un coup la baguette magique qui vous permet de régler absolument tous les problèmes. Je crois que quand même il faut avoir en tête qu'avec nos petits moyens, parce que la France a quand même des petits moyens, d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle d'Europe. Je vous rappelle qu'on regarde toujours le budget de la défense, mais il faut aussi regarder le budget du Quai d'Orsay, qui quand même se casse la figure depuis très longtemps, et qu'il y a des postes, on se demande encore comment ils fonctionnent, et que les crédits de fonctionnement sont parfois totalement humiliants par rapport à des pays concurrents.
le nombre de défis pour l'Europe et pour la France, c'est absolument considérable. Je veux dire, l'Union européenne, il y a quelques mois, on était persuadé qu'elle allait mourir, pratiquement. Et certains disent que ce n'est pas encore complètement impossible. Il y avait vraiment cette idée-là. Est-ce que c'est réversible? Surtout qu'il y avait, du côté et de Trump et de Poutine, l'impression d'une coalition pour faire imploser l'Union européenne en s'appuyant sur un certain nombre de groupes et un certain nombre de forces politiques. Donc on voulait la peau de l'Union européenne. Les défis démographiques africains, toutes les projections sur 2040 et 2050, je veux dire, même si vous n'êtes pas adepte du grand remplacement et des délires de ce type-là, c'est quand même un défi absolument gigantesque que tout dirigeant va être obligé de prendre. Que ça soit lié au djihadisme ou pas, à un moment ou à un autre, c'est pas fondamentalement le problème. Le Moyen-Orient, et là on a l'impression d'un discours justement où la France se pose en médiateur partout. Hein, on en a parlé pour la Libye. Il dit qu'entre Arabie Saoudite et Iran, il ne faut pas choisir. Entre sunnites et chiites, il ne faut surtout pas choisir. Je pense que sur le Liban, il a un discours avec le Laoun, on l'a vu, qui est à peu près similaire, etc., etc. Et Maroc, Algérie, évidemment, il ne faut pas choisir. Enfin bon, on peut faire une liste extrêmement longue, mais on s'aperçoit bien qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et par exemple, le problème turc, il a dit à plusieurs fois qu'il est obligé de parler à Erdogan et que ce n'est pas les moments les plus sympathiques de ces journées. C'est un défi pour l'Europe, c'est un défi pour le Moyen-Orient, et on ne sait pas comment traiter le cas turc. La Russie, encore une fois, le problème russe est là pour longtemps, hein, et c'est donc vous voyez bien, il y a le Brexit d'un côté, au sud, vous avez le Moyen-Orient et vous avez l'Afrique, vous avez la question russe. La Chine, on commence quand même un peu sur la question des investissements, par exemple. Vous avez le ministre des Affaires étrangères allemand qui commence à dire qu'il faudrait bien qu'il y ait enfin une politique européenne à l'égard de la Chine, parce que la Chine, évidemment, divise pour avoir plus d'influence. Mais à terme, dans 20 ans, 25 ans, 30 ans, même peut-être plus tôt, il y aura un vrai problème chinois. Comment on le traite? C'est une question évidemment fondamentale. Maintenant se rajoute la Corée du Nord, qui finalement aussi commence à nous inquiéter un petit peu, alors qu'on avait l'impression que c'était relativement loin. Ça fait quand même une liste très longue. Si on termine avec, j'allais dire, la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire où sont les États-Unis, qu'est-ce que font les États-Unis, quelle est la prévisibilité des États-Unis à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc je pense qu'étant donné ce monde où vous avez des défis multiples, des risques et des menaces qui s'accumulent, eh bien il a tout intérêt à avoir ce discours de protection pour au moins essayer de rassurer et dire en gros je tiens le volant et je peux arriver à non pas régler les problèmes, mais à faire qu'on arrive à naviguer là-dedans. François Hesbourg, si possible assez court. La dimension de la protection, c'est l'Europe. C'est à l'intérieur de cet ensemble-là et que la fonction de protection, telle que tu viens de la décrire, s'inscrit dans le discours macronien. Le discours sur les frontières extérieures de l'Union, le discours sur le défi démographique africain, discours sur le contrôle des investissements étrangers, pour prendre un autre sujet. Donc, la dimension, j'allais dire, continentale, qui est le bouclier, en quelque sorte, et qui permet à la France d'opérer. C'est comme ça que je vois son attitude, et c'est aussi, je crois, de cette façon-là dont on peut lire son discours de la Sorbonne, d'où sa préoccupation extrêmement vive, extrêmement claire sur ce que sera la culture stratégique de l'ensemble européen. Et première chose. Deuxième chose, sur la priorité Daesh. La priorité Daesh, elle est réelle. Je crois que ça a déjà été dit. Et le problème, c'est que pour combattre Daesh, nous opérons dans une région où les différents acteurs n'ont pas la même priorité. La priorité des Kurdes n'est pas de combattre Daesh. La priorité des Kurdes, c'est de pousser la constitution du Kurdistan. Et la priorité pour la Russie, c'est d'éviter la chute de Bachar et de travailler avec l'Iran à cette fin. Et la priorité des autorités irakiennes n'est pas non plus la lutte contre Daesh. C'est un des éléments de leur politique. Et les Français devront apprendre à être agiles dans ce contexte très mouvant, comme le sont les Russes. Qu'est-ce que j'entends par là? Les Russes en Syrie travaillent avec Bachar, travaillent pour protéger Bachar avec les Iraniens
et donc contre ceux qui étaient soutenus, qui le sont toujours peut-être, par les Égyptiens, les Saoudiens, les Émirats arabes unis. Donc l'ami, c'est l'Iran, et l'adversaire, c'est les sunnites du Golfe, et le cas échéant, les Égyptiens. De l'autre côté, pour la Russie, la priorité, c'est de remplacer le vide laissé par les Occidentaux dans le Golfe et en Libye. Et c'est l'accord qui a été annoncé tout à l'heure par les Russes et les Saoudiens sur l'achat massif d'armements russes, y compris les fameux S-400, par l'Arabie saoudite, et donc de travailler avec les Égyptiens, les Émiratis, les Saoudiens, et notamment en Libye, notamment dans le Golfe, le cas échéant donc, contre l'Iran et ceux que soutiennent l'Iran. Est-ce que tout ça paraît cohérent? Non, ça ne paraît pas cohérent. Est-ce que c'est intelligent? Oui, c'est probablement assez intelligent parce que ça crée des effets de levier multiples dont profitent les Russes et ça leur donne une valeur de nuisance un peu gaulienne, si je puis dire. Parce que le gaullisme en politique étrangère, c'est aussi ça, c'est la valorisation de la valeur de nuisance. Très important. Hein. De Gaulle n'aurait jamais pu réussir ce qu'il a réussi pendant la Deuxième Guerre mondiale s'il n'avait pas valorisé la valeur de nuisance. Donc la France, bien sûr, elle a sa priorité anti-Daesh, mais vous n'allez pas vous marier per inde à cadaver avec des gens dont ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité des Russes, ce n'est pas la priorité des Kurdes, et ainsi de suite. Merci. Alors, 2 questions avant de vous donner la parole, messieurs, dames. La première question, c'est par rapport au discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, le discours d'Emmanuel Macron, où là, il était dans le temple du multilatéralisme et il a fait carrément c'est un hymne au multilatéralisme. Et ce qui était assez étonnant, c'est que des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, c'est lui qui s'est fait le principal défenseur du multilatéralisme. Vous allez me dire c'est facile, les 4 autres sont dans une logique plutôt souverainiste, ou alors, pour les plus radicaux d'entre eux, autoritaires. Alors, quand on défend le multilatéralisme et qu'on se porte le garant, on doit aussi défendre tous les accords multilatéraux. Et je pense notamment à l'accord sur le programme nucléaire iranien, que le président Trump veut remettre en question. Comment le président Emmanuel Macron entend conserver cet accord pour la paix, tout en gardant un lien avec le président Trump, puisqu'il a déclaré si on remplace par rien l'accord avec l'Iran, on va vers une catastrophe. Alors, comment il compte faire là, sur ce point-là? Alors pour l'instant, tout d'abord, Macron fait partie d'un club un peu étrange de par sa composition, mais extrêmement puissant, puisque dedans il y a la Chine, il y a la Russie, il y a le Royaume-Uni, il y a la France et il y a l'Allemagne. Ce sont les pays et l'Union européenne dans son ensemble. Et ce sont les pays qui sont partis à l'accord nucléaire sur l'Iran, ainsi que les États-Unis. Autrement dit, ces pays-là et l'Union européenne ont un intérêt commun par rapport à toute tentative américaine de rouvrir l'accord nucléaire. Alors comment est-ce que ça se joue? Parce qu'il ne faudrait pas non plus que l'on précipite le mouvement que l'on cherche à éviter. Trump fait-il des moulinets ou Trump est-il sérieusement tenté de remettre en cause l'accord? Nous ne le savons pas vraiment. Donc, il faut aussi donner un peu de mou dans le système en évoquant la possibilité de discuter d'autres sujets, notamment sur les missiles balistiques qui sont hors accord nucléaire. Mais si pour préserver l'accord nucléaire, on ouvre des discussions sur le devenir des missiles balistiques iraniens, si c'est ça que Trump veut, les Français, je pense, ne seront pas ceux qui se mettront en travers. Donc il y a une marge de diplomatie qui est disponible. Mais si par malheur Trump, par exemple dans 15 jours, devait décertifier, comme pour parler le langage des accords, devait décertifier l'Iran, donc provoquant ainsi la réimposition des sanctions, il y aura une crise majeure entre l'ensemble des acteurs du système international et les États-Unis. Très bien.
très rapidement sur cette question, parce que j'ai le deuxième qui arrive derrière, s'il vous plaît. Oh, non, j'ai rien à Rien à ajouter. Le multilatéralisme, là, c'est, comme disait Pierre Grossert au début avec la métaphore du paquebot, hein, c'est, j'ai presque envie de dire, mais avec admiration, c'est le fonds de commerce de la diplomatie française. En particulier parce que, à côté des acteurs que François vient de citer, on est souvent plus faible. Donc, c'est la force de notre faiblesse, d'être les meilleurs avocats du multilatéralisme. D'ailleurs, on est les champions de l'invention des clubs. Giscard, le G5, puis les Italiens voient de la lumière à Rambouillet, ils frappent, ils poussent la grille et ils rentrent. G6, après on ouvre, G7, G8 à la Russie, ce qui était une bonne idée, même si elle est suspendue. On a inventé le G20. On est très bons. Nos diplomates multilatéraux sont tout à fait excellents parce qu'il y a une créativité. Hein, on invente des formules, y compris pour l'accord iranien. On a une vraie culture multilatérale. Je dirais que c'est peut-être un écho à un certain universalisme français, au rôle des Français dans l'invention du système multilatéral. Je rappelle que tout ça, c'était quand même pensé à la fin du 19e par des gens comme Léon Bourgeois, le rôle en matière de droits de l'homme. C'est donc une sorte de vocation qui est affirmée, on y est très à l'aise, on a la technicité, et puis surtout, c'est dans notre intérêt, parce que ça nous permet d'exister un peu plus que notre force réelle. Donc, et le président Macron, de ce point de vue-là, est complètement dans la ligne, je dirais, traditionnelle de la diplomatie française depuis l'invention des Nations Unies, sinon de la SDN. Merci. Alors, tu veux intervenir, Pierre, là-dessus ? Je rappelle quand même que l'amour pour le multilatéralisme a été quand même tardif, et pour les Nations Unies, parce que, je veux dire, pendant la 4e République et au début de De Gaulle, et pendant même la grande partie de De Gaulle, c'était quand même pas un fanat de l'ONU. Donc la conversion à l'ONU a été quand même relativement tardive, et que c'est aussi une façon de rester au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire de montrer qu'on vraiment participe et qu'on est vraiment un acteur majeur, car quand même, ça reste... D'abord, on était les derniers à être désignés dans cette enceinte des 5, puisqu'au départ, c'était 4 gendarmes que Roosevelt voulait mettre, et il n'y avait pas la France. Après, ça a été le Brésil qui devait être le 5e, et finalement, ça a été nous. Donc, on n'est pas 100% légitime, et vu notre taille, vu notre poids économique, etc., il y a quand même un certain nombre de pays qui se posent la question, est-ce que la France sert à quelque chose? Donc là, on montre tous les jours qu'on sert à quelque chose, effectivement, par des initiatives et parce qu'on est les défenseurs de cette idéologie multilatérale. Alors, dernière petite question. Au discours du président Macron à la Sorbonne, il a mis l'accent évidemment sur l'Europe et il a utilisé l'expression souveraineté européenne. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté européenne? Est-ce qu'il accepte de transférer une partie de la souveraineté française du régalien vers Bruxelles? Bon, je crois qu'il ne faut pas surinterpréter, c'est-à-dire, dans le discours, il y a la vision à long terme, et je crois que la souveraineté européenne appartient typiquement à ce type de vision, sous-tendu, par exemple, par les considérations sur la culture stratégique des Européens. C'est intéressant, d'ailleurs, qu'il soit accroché à ce sujet. Il a raison de le faire. Et puis, il a fait des propositions beaucoup plus précises par ailleurs. Mais la souveraineté européenne, il est assez évident que vous n'allez pas avoir un contrôle effectif des frontières extérieures de l'Union européenne sans souveraineté européenne. C'est basique. Et on peut refuser la souveraineté européenne, mais à ce moment-là, il ne faut pas réclamer un système efficient de défense extérieure des frontières de l'Union. Ce qui, pour les tenants des thèses sur le grand remplacement, serait évidemment un grand écart un peu difficile à tenir. Si vous voulez vraiment gérer les problèmes démographiques de l'Afrique, par exemple, ils sont réels, ils sont majeurs. Le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis dans 15 ans, sur un territoire 2 fois grand comme la France. Et vous ne pouvez pas gérer ces problèmes si vous n'avez pas une autorité pour s'occuper des limes, des frontières extérieures de l'Union. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Merci François Hesbourg. Vous, le spécialiste des frontières, cette souveraineté européenne. Il n'y a pas que ça.
Non, mais je crois que ce discours est très important. Il faut le lire, il est un peu long, il est très élaboré, il fait la synthèse de propositions anciennes et de propositions nouvelles, et il commence sur le thème de l'Europe forte dans le monde. Alors moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça, pour des tas de raisons, parce qu'au fond, il propose de repenser le projet européen, non plus à l'échelle franco-allemande de la réconciliation ou à l'échelle semi-continentale de l'élargissement, mais à l'échelle du monde. Tout ce travail reste à faire. Et il dit qu'il faut une Europe forte. Et il décline ce qu'il appelle les piliers de la souveraineté. Et ensuite, il y a toute une série de propositions. Alors, pourquoi ça vient au bon moment, comme on dit, à cause de ce que François et Pierre décrivent. C'est-à-dire que nous avons affaire à des défis qu'autrefois on aurait appelés des défis régaliens. Les questions de terrorisme, c'est des défis régaliens. Le régalien, c'est national, c'est l'État. L'Union européenne n'est pas un État. Donc l'Union européenne, par construction, ne dispose pas des outils pour affronter des défis régaliens. L'Union européenne ne deviendra jamais un État, mais on peut probablement mutualiser certains moyens. On commence à le faire sur l'agence frontalière, on peut le faire en matière de programmes de défense, on peut le faire en matière de police, de renseignement, on peut le faire en matière de juridique. On a actuellement 28 règles du droit d'asile. On a, et on ne parle pas des domaines militaires, il y a 15 modèles de frégates, il y a, je ne sais pas comment, 25 modèles d'hélicoptères, etc., etc. Et là, il y a un vrai changement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça vient au moment où il y a eu des élections en Allemagne, avec une chancelière un peu affaiblie et des désaccords assez profonds entre les Verts et le FDP, les libéraux. Et ça va prendre, en général, un accord de coalition, c'est 80 pages, c'est 2 mois de discussion. Là, ça va prendre au moins 3 mois. C'est-à-dire que ça va nous emmener jusqu'à Noël. Il y a une espèce d'inversion des choses. Et probablement au-delà. Et moi, j'ai discuté hier matin longuement avec un ami, un expert allemand. Il m'a dit, en gros, 80% des propositions du président de la République là, sont recevables pour nous. On a quelques questions. La souveraineté, nous, on n'aime pas trop affirmer la souveraineté nationale allemande. On préfère parler d'intégration européenne. Donc, il faudra peut-être adapter le terme. Quelle place dans l'Europe de l'Est, l'ancienne Europe de l'Est, par rapport à la priorité que nous évoquions tout à l'heure, Maghreb-Afrique? Est-ce qu'il faut avancer à quelques-uns? Nous, on est sur la ligne de Juncker, plutôt à 27. Budget de la zone euro, oui, mais attention, l'Allemagne paiera, hein, la vieille tradition de 1920. Donc, il y a quand même 20% qui font débat, et beaucoup dépendra de ce qui sera décidé dans l'accord de coalition. Quand l'accord de coalition sera signé, la chancelière ne pourra plus s'en sortir. Le président a lancé cette idée d'une rénovation du traité de l'Élysée du 23 janvier 2018. Les Allemands ne sont pas prêts. Il n'y a pas de gouvernement en Allemagne. Enfin, il n'y a pas encore de ministre des Affaires étrangères. Enfin, ça sera probablement un Vert, donc un Allemand d'origine turque, Cem Özdemir. Donc ça va être tout à fait intéressant. Plutôt. Sur ce sujet, d'abord, excusez-moi, François, il faut faire très vite parce qu'il reste un quart d'heure. D'abord, si c'est Cem Özdemir, c'est formidable. C'est un type remarquable. Ce sera, ben voilà, c'est, je veux dire, parce qu'on rigolait un petit peu. Il n'y a pas de quoi rigoler. Hein. C'est à Ankara qu'ils vont pas rigoler. Effectivement, c'est Erdogan qui risque d'avoir des problèmes avec Özdemir. Et notre difficulté avec l'Allemagne, ça ne va pas être les 20% que tu évoquais à juste titre. Ça, avec le couple relancé, rafraîchi, Macron, des Français qui sont à nouveau pris au sérieux à Berlin parce que nous montrons que nous savons remettre notre maison en ordre et ainsi de suite, ça, on sait gérer les différences franco-allemandes. Adenauer était fédéraliste, De Gaulle était pour l'Europe des patries, ça n'empêchait pas de se mettre d'accord. Le problème de nos amis allemands, c'est que la population allemande dans son ensemble est satisfaite de sa situation. Elle ne cherche pas une transformation
de l'existant, sauf dans le sens le plus réactionnaire, dans le cas des gens de l'AfD qui veulent revenir à un âge d'or supposé. Mais pour ce qui est des 85% des autres électeurs, s'il n'y a pas eu de débat de fond sur l'Europe pendant la campagne électorale, ce n'est pas parce que les partis avaient peur du débat, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de demande, de discussion sur une transformation de l'Europe. Le discours de la Sorbonne est un discours qui n'intéresse pas la population allemande. Nous allons avoir un duel entre une impatience française et un édredon allemand. Et ce genre de duel asymétrique, c'est une asymétrie aimable au demeurant, un édredon ce n'est pas méchant, mais c'est très difficile d'aboutir à quelque chose. Ça ne va vraiment pas être simple, et le tout étant complexifié évidemment par la fragilité, le caractère hétéroclite de la coalition qui va être bâtie. Merci François Hesbourg. Alors, messieurs, dames, il nous reste un petit quart d'heure. La parole est à vous. Je vais prendre quelques questions. Alors, je précise des questions, si possible, courtes, pour que nos invités puissent vous répondre précisément. Alors, je vois pas... Ah, monsieur, madame. Alors, d'abord madame et après monsieur. Alors, une question courte, hein, s'il vous plaît. Valérie Niquet, FRS. Oui, c'est juste un commentaire, question très court, peut-être pour Pierre Grosser. On a mentionné le focus très européen de Macron. L'impression qu'on a quand on travaille sur l'Asie, c'est il découvre à peine, on a l'impression, la complexité des enjeux asiatiques, d'ailleurs aidé par Le Drian, qui lui jouait un rôle extrêmement important en tant que ministre de la Défense. Et une des premières propositions qui était de reprendre le dialogue avec la Corée du Nord, qui plaît beaucoup aux Chinois et aux Russes, me semble un peu aléatoire, disons. Donc, quelle est votre vision sur cette question? Merci Valérie Niquet. Oui, en effet, à côté de la souveraineté européenne, qui à mon avis est une façon d'enrober le projet européen avec quelque chose de souverain qui plaît à pas mal de monde, la France a des intérêts mondiaux et se pense à l'échelle du monde, mais on a du mal à revenir en Asie. Je ne dis pas que tout est lié à 1954 Dien Bien Phu, mais disons qu'on a eu un peu de mal, et c'est vrai qu'avec Le Drian, il y a une présence qui est plus importante. Il y a la marine qui fait un certain nombre d'escales, il y a un accord stratégique qui est de plus en plus dense avec l'Australie, etc. Et puis je crois que quand même un des enjeux, et là de toute façon ça va être aussi l'agenda, ça va être la Nouvelle-Calédonie, le Pacifique Sud, et la Chine finalement qui repousse petit à petit aussi un certain nombre de pêcheurs vietnamiens ou autres de plus en plus vers le Pacifique Sud. Et donc même si l'Asie peut paraître loin, ça va être sur l'agenda. Et puis la deuxième chose, c'est encore une fois le monstre chinois. Enfin, quand je dis monstre, c'est évidemment pas critique, c'est une réalité qui va être économique et une réalité stratégique. C'est-à-dire qu'il faut négocier avec les Chinois sur tout un tas de domaines. Ils sont quand même nos petits voisins à Djibouti maintenant, etc. Enfin bref, il y a un certain nombre de choses qui vont, même si on ne va pas vers l'Asie, l'Asie va venir à nous. Merci Pierre. Monsieur, une question très courte, s'il vous plaît. Oui, merci. Ma question porte sur la crise actuelle que connaît l'Espagne avec le problème catalan. Quel pourrait être, je m'interroge, quel pourrait être le rôle de la diplomatie française et peut-être particulièrement d'Emmanuel Macron dans la résolution ou la médiation de cette crise catalane? Merci monsieur. Réponse courte. Ce n'est pas une question diplomatique. Ce n'est pas une question diplomatique. On peut agir uniquement via l'Union européenne. C'est-à-dire enlever à la minorité indépendantiste catalane l'illusion qu'ils resteront dans l'Union européenne le lendemain d'une éventuelle déclaration unilatérale. Il faut être extrêmement prudent. Il y a une dimension européenne, mais alors les messages passent discrètement. Il faut que ces gens se parlent. Parce que le début de la crise, c'est en particulier la remise en cause de ce qu'on appelle en catalan le Estatut de 2006 par le Parti populaire arrivé au pouvoir en 2010. Remise en cause de ce statut, en particulier parce que ce statut était plus généreux au plan fiscal et symboliquement, la symbolique est fondamentale. Macron l'a bien compris, hein, je l'ai dit tout à l'heure, le rôle de l'imaginaire et des représentations. Dans le statut de 2006, par rapport à celui de 1978, il y avait un élément nouveau au plan symbolique, l'idée qu'il y avait une nation catalane. Donc Espagne, nation de nations.
Le PP, le Parti populaire, est très unioniste, une position extrêmement dure. Il n'y a pas pour des raisons historiques très longues, il n'y a pas de culture du compromis en Espagne. C'est là que l'Union européenne peut faire quelque chose par quelques déclarations. Merci. Monsieur? Oui, je voudrais poser une question à M. Fouché. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de Léon Bourgeois en termes donc, de son apport au niveau de la diplomatie, donc de la sécurité, mais il a aussi amené au niveau de la sécurité sociale, je crois me souvenir, des éléments pour la Constitution française. Pour ce qui est de la diplomatie, il y a une permanence de la France. C'est son histoire, son passé, sa culture. Je crois que ce n'est pas les quelques pourcents d'habitants dans le monde qui... Quelle est votre question, monsieur? Ma question, elle est, si aujourd'hui nous avions Talleyrand comme ministre des Affaires étrangères... Et Fouché à la police. Vous avez compris, monsieur. Non, il y a des intérêts, il y a des invariants, il y a quelques invariants, il y a des intérêts, mais je rappelle que l'intérêt, étymologiquement, c'est intéresser, c'est une interaction. Il faut s'adapter. L'intérêt, c'est l'autonomie de la décision, hein, la souveraineté, sauf qu'aujourd'hui, dans l'interdépendance, on est dans des logiques de mutualisation de certains attributs de l'exercice de la souveraineté. Je citais Léon Bourgeois parce que dans l'histoire de la création des institutions internationales, la période de la fin du 19e est très intéressante. Il y a beaucoup de concepts sociologiques qui sont ensuite transformés dans des conférences avant même la guerre de 14. Ce que j'ai découvert d'ailleurs en travaillant sur Léon Bourgeois, c'est qu'il a été au Bureau international du travail et qu'il a eu comme secrétaire Jean Monnet. C'est vrai. Merci. Une dernière question? Non? Eh bien, parfait. Parfait. On quitte à l'heure. Merci, messieurs. Alors, messieurs, dames, je vous remercie. Nos invités vont se rendre au Salon du Livre et vont signer leur dernier ouvrage. Donc, celles et ceux qui sont intéressés, je vous invite à vous rendre au Salon du Livre. Merci.